Alors, le titre est un petit peu déceptif et évidemment, je ne parlerai pas simplement de l'importance de la propriété industrielle et le propos serait un petit peu court en 20 minutes pour vous décrire ce qu'est la propriété industrielle et son importance particulière dans le domaine des biotechnologies. J'en dirai simplement quelques mots à titre introductif et je me placerai volontairement en amont de ce qui vient d'être dit pour la création de joint venture, la création de sociétés de développement, pour montrer, en tant que chercheur, puisque c'est lui qui est à l'origine évidemment de cette création, comment il peut créer cette richesse, à qui elle appartient, de quelle manière elle va circuler. Et c'est des questions extrêmement pratiques que je vais aborder très brièvement avec vous. Et je resterai évidemment à votre disposition pour aborder des choses peut-être plus techniques sur la brevetabilité, par exemple. Alors, l'importance de la propriété industrielle, Monsieur Clausel vient de le dire, c'est tout à fait évident. Pour pouvoir créer les sociétés dont on vient de parler, il faut un actif. Et l'actif principal, c'est effectivement la création, et cette création ne peut être financée qu'à partir du moment où on a une certaine certitude qu'elle reste entre les mains de celui qui l'a créée. Et la seule manière de savoir, de s'assurer que l'exploitation restera entre les mains de celui qui a été à son origine, c'est le fait qu'elle soit protégée par un droit de propriété intellectuelle, et plus particulièrement, et pour l'essentiel dans le domaine des biotechnologies, c'est la technique du brevet qui va être utilisée. Le brevet, qu'est-ce que c'est? C'est un droit privatif, c'est un monopole d'exploitation qui va vous être conféré pendant 20 ans et qui va vous être conféré par une autorité publique, soit nationale, soit régionale, et qui va vous permettre donc d'exploiter seul votre invention pendant cette durée. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre n'aura pas le droit, sauf à commettre une contrefaçon, ou soit alors, lorsqu'il y sera autorisé par voie de licence, de faire la même chose que vous, la même création que vous. Dans le domaine des biotechnologies, il existe marginalement un autre type de protection qui est celle des bases de données, à laquelle on pense pas beaucoup, mais qui a un intérêt pratique important, mais qui sert beaucoup moins de base, évidemment, aux constructions dont on a parlé tout à l'heure, mais qui, pour certaines activités, sont tout à fait décisives, mais qui rencontrent des problèmes au niveau international dont on dira un mot tout à l'heure. Alors, dans le domaine des biotechnologies, les choses se sont apaisées depuis une dizaine d'années, à savoir que désormais, la plupart des inventions qui sont faites dans le domaine entrent dans des critères de brevetabilité qui sont ceux du droit commun, avec quelques petites modifications qui sont désormais bien acceptées, malgré de façon récurrente un certain nombre de contestations, mais dans quel domaine n'y en a-t-il pas, qui viennent de temps en temps freiner les développements dans ce domaine. Pour ce qui concerne donc le cadre juridique, est très largement fixé aujourd'hui. Alors, quelle est la nécessité de breveter? Je viens de le dire, breveter, c'est la seule façon de se réserver une invention, de se réserver une création et de permettre de l'exploiter en toute liberté. Il est évident que cette solution n'est pas valable pour toutes les technologies. Il faut être clair, le brevet n'est pas nécessairement une panacée dans tous les types d'industries. C'est le cas, évidemment, en matière pharmaceutique, en matière de biotechnologie. Ce n'est pas toujours le cas pour d'autres types d'industries dont on ne parlera pas aujourd'hui, notamment dans l'industrie de l'informatique, où on considère que l'avantage concurrentiel peut être réservé à celui qui entre le premier sur le marché. C'est pas nécessaire d'avoir peut-être des droits de propriété industrielle très longtemps et qui sont mal adaptés, si vous aimez, à une évolution très rapide des technologies. Ce n'est pas le cas des biotechnologies, bien entendu. Alors, la particularité sur laquelle je m'attacherai sur les minutes qui me restent, c'est le fait que, à l'origine, évidemment, de cette propriété industrielle, il y a des chercheurs. Et des chercheurs qui sont, pour la très grande majorité d'entre eux, des chercheurs dans le domaine, qui sont dans la recherche publique. C'est une des particularités. Peuvent évidemment aller de la recherche publique à la recherche privée, mais il y a une très forte composante de la recherche publique en la matière. L'autre particularité, c'est que l'immense majorité des chercheurs, qu'ils soient du public ou du privé, sont tous des salariés. Et cela, évidemment, a un impact
tout à fait particulier sur l'attribution de la propriété industrielle, bien entendu, qui va être à l'origine de tout cela. Alors, je vais essentiellement traiter 3 thèmes très brièvement. C'est d'une part la question de l'attribution des résultats de la recherche, ce qui n'est pas particulier aux biotechnologies, mais qui a une importance particulière dans le domaine des biotechnologies. Toujours en me plaçant dans la perspective du chercheur public ou privé, la question de ce problème des publications, de l'éventuel choix qu'il s'agit de faire parfois entre breveter trop tôt et publier trop tôt, ce qui est parfois un espèce de serpent de mer pour les gens de la recherche qui osent évidemment, qui n'osent pas breveter en ayant peur de retarder la publication de résultats. Et je dirais quelques mots pour le 3e thème sur les bases de données. Alors, pour ce qui concerne d'abord la question de l'attribution des résultats de la recherche, le principe est qu'il s'agisse du public ou du privé, que les inventions qui sont faites par des salariés appartiennent en principe à l'établissement dont ils sont salariés, qu'il s'agisse d'un établissement public ou d'un établissement privé. Alors, de ce point de vue-là, le statut des chercheurs privés et des chercheurs publics est identique. Il n'y a pas de différence quant à l'attribution de la propriété. Étant observé qu'il y a une obligation presque supplémentaire, ou du moins qui a été répétée de manière récurrente dans les textes en matière de recherche publique, c'est ce que j'appellerais l'ardente obligation de valorisation. Dans le privé, ça va de soi, mais dans le public, il a fallu le répéter. Et c'est notamment la loi du 26 janvier 84 sur les chercheurs dans le domaine public qui le redit. Ils ont également pour mission le développement de la recherche fondamentale appliquée, pédagogique et technologique, ainsi que la valorisation des résultats. Alors qu'on ne vienne pas me dire que la valorisation des résultats ne fait pas partie de la mission des chercheurs publics. Ça fait partie depuis plus de 20 ans de leur mission essentielle. Alors, ceci étant dit, comment les choses se passent-elles? Alors, quand j'ai dit qu'en principe, les chercheurs publics ou privés voyaient leurs inventions réalisées dans le cadre de leur mission attribuées à l'entreprise auquel ils appartiennent ou à l'établissement auquel ils appartiennent. Ceci ne suppose qu'une chose, qu'il y ait un contrat de travail entre le chercheur et son institution, ou évidemment l'entreprise à laquelle il appartient. Vous allez me dire, c'est une évidence biblique. Pas tant que ça. Vous savez tous que dans les laboratoires privés ou les laboratoires publics, il y a toute une sorte de personnel qui n'est pas un personnel salarié. On a eu récemment une affaire qui était relative au CNRS, où quelqu'un était simplement stagiaire au CNRS, il s'agissait d'un ophtalmologiste. Il a fait une découverte, une invention relativement importante. Eh bien, on s'est aperçu qu'il n'avait pas de contrat de travail. Il était simplement stagiaire. Eh bien, tout simplement, l'invention, il l'a gardée pour lui. Et on a beau sortir tous les textes du CNR en se disant oui, mais il y a quand même une espèce de, vous êtes obligé de faire ce que votre chef de laboratoire doit dire, etc., etc. Ce n'est pas qualifiable par un contrat de travail, donc ce n'est pas une invention de salarié. Donc c'est des choses malheureusement qu'on voit de façon assez récurrente. Ça, c'est toujours la même rigueur, aussi bien en matière financière, elle doit exister en matière juridique. Il faut faire attention pour les statuts du personnel avec lesquels vous travaillez dans les laboratoires. Il n'y a qu'un cas pour lequel, à côté de ce principe, l'invention va appartenir aux salariés, c'est les inventions qu'il fait en dehors des missions qui lui ont été confiées. Or, pour s'agissant des chercheurs dans le domaine public, évidemment, dans le domaine de la recherche publique, ils ont pour mission de faire des inventions, de faire des découvertes. Donc c'est une mission permanente. Par voie de conséquence, il faudrait vraiment qu'ils travaillent dans un petit laboratoire à eux, dans leur sous-sol, pour faire des inventions qui ne soient pas attribuées à leur cadre de recherche. Alors me direz-vous, comment passe-t-on de ce statut où vous êtes en quelque sorte dépossédé de votre invention à un statut qui soit un peu plus, qui vous permette d'aller vers l'industrie. Alors tout d'abord, je dois le rappeler, le statut des chercheurs publics est très largement meilleur que le statut des chercheurs privés. Au moins, de temps en temps, il faut le rappeler.
notamment pour ce qui concerne le fait qu'ils puissent obtenir un certain nombre de rémunérations. Lorsque vous faites une invention de mission, donc qui va appartenir à votre institut ou à votre entreprise, vous pouvez néanmoins percevoir une rémunération supplémentaire. Cette rémunération supplémentaire est laissée à la libre disposition des partenaires dans le privé. Il n'y a pratiquement pas de règles, d'où un contentieux d'ailleurs récurrent un peu agaçant. Dans le domaine public, il existe au contraire des règles très favorables aux chercheurs publics, puisqu'ils peuvent obtenir jusqu'à 25% des bénéfices qui sont tirés des inventions qu'ils ont réalisées ou auxquelles ils ont contribué. J'ai le souvenir d'un des plus belles rémunérations qui a eu lieu ces dernières années pour un chercheur public qui gagnait en rémunération 5 millions par an. Il était pratiquement le seul, d'accord ? Mais enfin, c'est pour montrer que c'est quand même relativement stimulant. On parlait tout à l'heure d'intéressement. Je crois que de ce point de vue-là, les chercheurs du public ne sont pas les derniers à se plaindre. Et on se demande d'ailleurs pourquoi aussi peu de brevets sont développés en la matière. Ça devrait être une incitation extrêmement forte. Il y a un intéressement, il y a également une prime, il faut le savoir. C'est mon côté un peu notaire des choses, les juristes le sont un peu tous. Il y a une prime également qui est actuellement de 2 000 € par brevet déposé, indépendamment de l'intéressement. Donc, à vos brevets, le plus rapidement, si vous voulez payer vos vacances cet été. Deuxième, en dehors de cet intéressement qui est fait, vous avez également tout un dispositif qui permet d'aller vers ce qu'on a décrit il y a quelques minutes, à savoir la possibilité qui est offerte par le dispositif Allègre, par la loi du 12 juillet 1999, qui est désormais dans le Code de la recherche, la participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités d'entreprises existantes, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise existante, c'est la participation au capital d'une entreprise existante, et puis la participation des personnels de la recherche au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme. Là, on fait le pont, effectivement, entre ces dispositions, entre le statut des chercheurs et tout ce développement privé que l'on vient de voir. Je suis un petit peu désolé de vous dire que je n'ai pas encore de statistiques sur l'utilisation de ce dispositif, mais les biotechnologies sont sans doute et certainement le domaine dans lequel il est le plus utilisé, même si ça reste encore assez modeste actuellement. Deuxième thème, je serai le plus rapide possible, c'est l'angoisse que peuvent avoir les chercheurs vis-à-vis des publications lorsque on les presse de prendre un brevet. Se dire, mais si je prends un brevet, je ne peux plus publier. Si je publie, je ne peux plus prendre un brevet. Il est clair que sur ce point, la situation doit être précisée. La situation est fondamentalement différente entre les États-Unis et l'Europe. À savoir qu'aux États-Unis, il existe ce qu'on appelle un délai de grâce qui est d'1 an, qui permet donc aux chercheurs de publier les résultats de leur recherche sans que ces résultats leur soient reprochés pour détruire la nouveauté de l'invention pour laquelle un brevet est demandé. C'est vrai que c'est beaucoup plus confortable puisqu'ils n'ont pas à se préoccuper sauf du délai entre la publication effectivement et le dépôt de la demande de brevet. Ce dispositif n'existe pas en Europe. Ce qui est d'une certaine manière un avantage pour les Européens, puisque souvent les Américains se cassent le nez en Europe parce qu'ils auront divulgué chez eux ce qui sera privatif d'un brevet, l'empêchera d'avoir un brevet en Europe. Donc c'est la raison d'ailleurs une des raisons pour laquelle les Européens ne veulent pas changer, même si ça apporte un certain nombre de contraintes aux chercheurs. Cependant, il ne faut pas se désespérer. Il ne faut pas se désespérer parce que qui dit publication scientifique ne dit pas nécessairement divulgation de l'invention. Il n'y a divulgation de l'invention qui pourrait être destructrice de la nouveauté de l'invention qu'à partir du moment où il est possible pour l'homme de l'art de mettre en œuvre l'invention. C'est-à-dire qu'une publication strictement scientifique d'ordre relativement général n'est pas nécessairement, et dans toutes les circonstances, destructrice de nouveautés.
La meilleure façon de s'en assurer, c'est évidemment de prendre langue avec son conseil en propriété industrielle en disant, voilà, on est en train de préparer la demande de brevet X ou Y, voilà la publication que je vais faire, est-ce qu'elle est dangereuse vis-à-vis de la nouveauté de la demande de brevet que je vais déposer? C'est aussi simple que cela, et dans la plupart des cas, c'est possible. Dans le domaine des biotechnologies, en particulier lorsqu'il s'agit de brevets qui portent sur des séquences génétiques, ça paraît très difficile. Si vous divulguez dans Nature ou dans Cell, vous indiquez toute la séquence de votre gène et que vous déposez une demande de brevet revendiquant en première revendication évidemment celle-ci, il y aura divulgation, puisque là vous avez divulgué absolument toute la substance de l'invention. Mais enfin, alors, il est vrai que dans l'avenir, il serait peut-être plus confortable d'avoir un système comme il existait auparavant en Allemagne, où il y avait un délai de grâce de 6 mois qui était réservé aux chercheurs et qui lui permettait non pas de prendre date par sa publication, mais simplement d'être exonéré et d'être immunisé simplement pendant une période de 6 mois, un système un peu moins compliqué que le système américain actuellement. Pour l'instant, il n'y a pas à l'horizon de modification législative au niveau européen sur cette question. Mais, comme je le dis tout à l'heure, il est tout à fait possible, en étant un petit peu précautionneux, de pouvoir gérer à la fois la publication scientifique et, d'autre part, les demandes de brevets. Dernier élément, avec les quelques minutes qui me restent, c'est la question des bases de données. C'est un objet un peu curieux dans la propriété intellectuelle. En effet, depuis une directive communautaire de 1996, il est possible de protéger le contenu des bases de données. Alors, j'entends bien préciser quel est l'objet de cette protection. Quand vous faites une base de données, vous avez en fait 3 types d'objets différents qui peuvent être protégés. Vous avez la structure de la base de données. La structure de la base de données, c'est la façon dont vont s'articuler les données, la façon dont les données vont être interrogées, accessibles, etc. Là, c'est en général du logiciel, et c'est protégeable par du droit d'auteur. Vous avez ensuite les données mêmes. Supposez que vous fassiez une base de données de photos. Il est évident que chacune des photos est protégée par le droit d'auteur. Donc il y a une protection. Si c'est en revanche des données brutes, des données de météo, c'est pas le fait qu'il fasse 26 degrés aujourd'hui à Paris qui va être protégeable par le droit d'auteur. La donnée en elle-même n'est qu'une simple information, ne serait pas protégeable. Donc ça, c'est un objet qui peut être ou non protégé, qui est l'objet de la base de données. Et puis vous avez la collection, c'est-à-dire l'ensemble des données qui a été collectées. Et cette protection des bases de données, c'est la protection de l'ensemble du contenu. Pourquoi on entend protéger ça? On entend protéger ça pour protéger l'investissement qui a été nécessaire pour rassembler la collection de données. Si vous faites un annuaire téléphonique, il va falloir rentrer dans un ordinateur toutes les données. Ça va vous prendre 6 mois, 8 mois avec 10 ou 15 dactylos. C'est cet investissement-là qu'on protège, et on le protège contre quoi? On le protège contre des extractions en totalité ou par fraction substantielle. Ces bases de données sont soit des bases de données électroniques, soit même des bases de données physiques, c'est-à-dire qu'à la limite une collection de séquences génétiques par exemple, comme on a d'immenses collections soit aux États-Unis soit en Europe, sont protégeables a priori par le droit des bases de données. Alors la difficulté, et j'en termine par là avec ces bases de données, c'est que c'est protégeable, mais c'est protégeable au bénéfice de celui, nous dit le Code de la propriété intellectuelle, qui a pris le risque et l'initiative de l'investissement de la base de données. Première difficulté, c'est que lorsque on a des coopérations au point de vue industriel ou avec les universités, c'est que tout le monde contribue à la base de données, qu'il s'agisse d'une base de données électronique ou physique. Qui est véritablement le titulaire des droits sur la base de données? Première difficulté. Elle ne peut être résolue que par des accords contractuels, puisque la loi est insuffisante à régler le problème sur ces questions. Et puis deuxième difficulté, c'est encore des difficultés transatlantiques, puisqu'en effet ce droit sur les bases de données existe en Europe et pour l'ensemble des 27 pays européens, elle n'existe pas aux États-Unis.
C'est-à-dire qu'elle ne peut ne pas être respectée aux États-Unis, ce qui pose encore plus de difficultés, effectivement, dans les coopérations transatlantiques. Mais j'insiste quand même sur ce fait parce que c'est souvent un capital important qui est dans les bases de données et qui est mal valorisé en raison de ces difficultés récurrentes. Voilà quelques indications. J'espère ne pas avoir dépassé le temps qui m'était imparti. Et puis je reste à votre disposition, effectivement, pour des choses plus techniques si vous le désirez. Merci.